Bonjour à tous, donc Stéphane Aubin donc de Cherry Peak. On va attaquer le webinaire là, dans aussi quelques minutes. Il est quelle heure? Il est 34, donc excusez-nous déjà, on a quelques minutes de retard, mais ça permettra aux dernières personnes de se connecter. L'objectif aujourd'hui, c'était donc qu'on puisse se retrouver et discuter ensemble justement pour faire un peu un point sur l'impact de la crise. Voir les différentes aides que les indépendants peuvent avoir aujourd'hui, les droits, les protections des indépendants, comment gérer sa trésorerie, relancer son activité et des questions-réponses. L'idée pour les questions-réponses, c'est que ça soit vraiment quelque chose d'assez interactif. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le chat où l'objectif, c'est plutôt de poser les questions. Il y a un onglet qui s'appelle questions. Donc, posez toutes vos questions dessus. On essaiera de les prendre soit au fil de l'eau, ou à la fin. Donc, n'hésitez pas, si à la fin, on fera un récap de toutes les questions si on n'a pas tout traité. Mais le mieux, c'est de le faire un petit peu au fil de l'eau si vous voulez interpeller les uns ou les autres. Donc, je vais laisser peut-être de notre côté tout le monde se présenter. Inde, on va commencer par toi si tu veux. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Ingrid Idrissi, moi, je suis CEO et cofondatrice de WeMind. Donc, WeMind, c'est mutuelle, RC Pro, logement, comité d'entreprise pour les freelances et les entreprises. Et je suis aussi cofondatrice du syndicat indépendant.co, qui est très actif en ce moment, notamment auprès du gouvernement, dans le cadre de la crise sanitaire et surtout de la crise économique, des aides qui sont mises en place pour les indépendants. Jonathan. Bonjour, donc moi c'est Jonathan Cohen, je suis le fondateur et CEO d'Akazi. On a développé une solution d'automatisation de la comptabilité pour les freelances et indépendants, donc exclusivement les freelances indépendants, quel que soit le statut juridique. On gère toutes les obligations fiscales et comptables de façon automatique en s'interfaçant à tous les outils utilisés par les indépendants. Donc, Clément Carrier, moi je suis cofondateur et CEO de Aria. Donc, avec Aria, on a lancé un service pour les travailleurs indépendants, pour les aider lorsqu'ils ont des problèmes notamment de fluctuation de revenus et de baisse d'activité, avec une avance de revenus qui peut être obtenue très rapidement et de façon beaucoup plus simple que, par exemple, un découvert bancaire ou un crédit consommation. Et donc moi, j'allais dire Tiffany Cuzon, non, c'est pas, c'est moi, Stéphane Aubin. Donc je suis le cofondateur de Cherry Peak. Cherry Peak, on est une plateforme de freelance dans la tech et le digital. Notre cœur de métier, c'est de trouver des missions à nos indépendants, gérer la partie contractuelle, porter les risques et garantir les paiements à l'heure. En dehors de ce cœur de métier, on a regroupé tout autour différents acteurs qui apportaient aussi une valeur ajoutée complémentaire à la nôtre et qui apportaient justement un service, que ce soit bancaire, conseil, pour les freelances. Et c'est un petit peu le but aujourd'hui, c'est un peu comme l'initiative que Inde peut avoir en créant un syndicat indépendant.co, c'est qu'on puisse se regrouper. C'est-à-dire que chacun indépendant, on est un peu tout seul dans notre coin et voilà, il faut se regrouper, il faut créer des collectifs pour partager, pour échanger. Et c'est ce qu'on essaie aussi on est assez moteur sur ces sujets-là pour qu'on puisse, nous aussi, côté start-up qui entreprennent sur le marché du freelancing, qu'on puisse vous proposer également des alternatives et vous présenter des sociétés qui peuvent vous apporter aussi un vrai service, quoi. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser les questions dans l'onglet questions. On les prendra au fil de l'eau. Et voilà, donc on a fini le petit tour de table. Donc, je voulais déjà voir sur peut-être avec Jonathan, Inde, est-ce que vous avez déjà, quelle est votre vision, vous, sur l'impact que la crise peut avoir sur les indépendants ou le marché des indépendants? Quels sont un peu vos retours d'expérience? Inde, si tu veux, tu es peut-être la mieux placée avec le syndicat pour faire ça. Je ne sais pas si je suis la mieux placée. Écoute, moi, c'est vrai que depuis le début de la crise, et puis même, mais même avant, hein, parce qu'en fait, les crises, même si celle-ci, elle est un peu particulière, parce que c'est une crise sanitaire, mais les crises économiques, elles sont inhérentes au capitalisme. Hein. C'est pas la première fois qu'il existe une crise. Par contre, c'est la première fois qu'on a autant d'indépendants dans le cadre d'une crise. Et qu'on a une crise qui est aussi grave et que tout arrive d'un seul coup. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est très inédite. Moi,
mon diagnostic aujourd'hui, c'est que la situation, elle est disparate. Donc, disparate, ça veut dire que moi, j'ai des gens pour qui ça va très bien. C'est-à-dire que j'ai rencontré des freelances dans différentes catégories de métiers, que ce soit l'IT, que ce soit la production vidéo, que ce soit le marketing, qui bossent énormément en ce moment parce que, en fait, il y a des besoins dans plein d'entreprises, par exemple dans la santé, dans l'assurance, dans la banque, etc. Donc, il y a plein d'entreprises qui travaillent énormément. Et donc, il y a des gens pour qui ça va très bien. Et de l'autre côté, on a des gens pour qui ça va très mal. Ça peut être notamment dans le conseil en informatique, on a une grosse chute des demandes de mission. Tous les gens qui travaillent avec des boîtes qui sont dans l'événementiel, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans plein de boîtes qui sont aujourd'hui hyper touchées, et en fait, on a des gens qui sont dans des situations hyper compliquées. Et du coup, quand on est dans cette situation-là, ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on a de la trésorerie ou est-ce qu'on n'en a pas. Et ça, voilà, que ce soit Jonathan ou que ce soit Clément ou Stéphane, tous les gens, enfin moi c'est quelque chose que j'ai toujours conseillé aux gens qui se lancent, c'est de faire attention à leur trésorerie. On doit toujours mettre de l'argent de côté quand on est indépendant. On est dans une situation ensuite, donc une fois qu'on a dit ça, donc on est dans une situation où c'est très disparate. Moi, je suis très optimiste toujours parce que je pense que les gens qui montent leur boîte quand on est dans une période de crise, c'est les boîtes qui marchent le mieux. Donc, quand on se lance si on arrive à survivre dans une période de crise, en vrai, je pense que ça reste un bon moment pour se lancer, mais il faut se lancer de façon responsable. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que nous, en termes de, ce qui est intéressant, nous, chez WeMind, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une communauté, donc je pense qu'il ne faut pas rester seul, que ce soit, nous, on l'a fait avec WeMind et on l'a fait aussi avec Indépendant.co, avec des objectifs un peu différents, parce que WeMind, c'est plus une mutuelle, donc les gens payent et se protègent entre eux, c'est un peu ça. Et Indépendant.co, aujourd'hui, c'est un service qui est, c'est pas que c'est gratuit en tant que tel, parce qu'il y a quand même une adhésion à payer, sauf que l'adhésion, si on n'a pas les moyens de la payer, on la paye pas. Donc, ça permet que chez Indépendant.co, tout le monde peut nous rejoindre. Et donc, aujourd'hui, la situation, qui est une situation globale, un peu sociale au niveau des indépendants, c'est que dans l'imaginaire des gens, un indépendant, c'est quelqu'un, c'est un artisan ou un commerçant ou un restaurateur. Enfin, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'en France, quand on parle d'indépendance, c'est ça qu'on visualise. Et du coup, par exemple, vous avez vu à la télé ou sur les réseaux sociaux Philippe Etchebest en train d'engueuler Emmanuel Macron, en train de dire que les restaurateurs sont mal traités, etc. Donc, du coup, les restaurateurs, en vrai, ils ont récupéré pas mal de sous. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne vont pas faire faillite, mais ils ont récupéré pas mal d'aides de l'État. Aujourd'hui, quand on est freelance dans le numérique, en fait, c'est une population qui est totalement invisible pour l'opinion publique et qui est invisible pour les pouvoirs publics. Et donc, moi, le travail que je mène avec Indépendant.co, c'est de donner de la visibilité à cette population, qu'aujourd'hui, on a une situation qui est tellement dramatique que, en fait, pour que les entreprises, les salariés, les indépendants survivent, il faut aussi des aides de l'État. Et aujourd'hui, les freelances du numérique, c'est vraiment pas la priorité du gouvernement au niveau des aides de l'État, parce que c'est une population qui est invisible. On n'a pas de boutique, on n'a pas pignon sur rue, alors que les freelances du numérique, c'est un élément essentiel de la transformation numérique, que ce soit dans les startups ou dans les grandes entreprises. Donc ça, on va dire. Après, j'avais une question pour toi, Id, Ouais. et c'est une question pour toi, mais comme pour toutes les personnes qui nous écoutent. On parle de la crise, en effet, la crise, on la voit en France, on en entend parler tous les jours, mais moi, mon sentiment, puisqu'on est là pour nous parler, on parle à des clients, on parle à des freelances, il y a eu une grosse pause en mars, clairement, mars-avril, entre guillemets, on a pris le train dans la figure, les clients ont stoppé, ont eu peur, certains ont arrêté des missions, mais ils ont assez rapidement repris. C'est-à-dire que derrière mars-avril, et nous déjà en mai, on commençait à récupérer un petit peu des nouveaux clients et ainsi de suite. Et tous les anciens clients qui avaient stoppé en mars par un peu peur, se sont réveillés et sont revenus. Donc j'aimerais bien avoir le feedback aussi des personnes qui nous écoutent, à savoir quand on parle d'une crise, comment vous l'avez vécu. Parce que je pense que les restaurateurs, on en parle beaucoup parce que dans le confinement, on dit voilà, que quand le restaurant est fermé, il est fermé. Donc là, il n'y a pas de chiffre d'affaires, rien du tout.
dans le numérique, je pense qu'on a aussi cette force-là, c'est que c'est des compétences qui sont clés et qui sont encore plus importantes aujourd'hui pour nos clients. Et c'est un métier qu'on peut aussi quand même pas mal faire à distance. Le remote, c'est quand même largement démocratisé. Et dans le numérique, c'est quand même, entre guillemets, un peu plus simple de le faire. Donc, je trouve que le mot crise est peut-être un petit peu fort, surtout pour les indépendants du numérique, où, moi, tous les jours, je cherche des compétences, je cherche des consultants, on a des missions et on passe notre vie à trouver les bons freelances, quoi. Ah bah écoute, moi je suis, j'ai plein de sons de cloche différents là-dessus. J'ai quand même des gens, y compris dans notre communauté, qui sont dans le domaine de l'IT, qui sont en difficulté. Donc du coup, moi je veux bien qu'on relaye les annonces de Cherry Pick pour que vous puissiez staffer. J'ai une vision, on va dire, où je vois les deux côtés, mais je pense que c'est intéressant que les gens qui soient connectés nous disent leur point de vue, enfin comment ils le ressentent. Est-ce qu'ils se sentent en crise ou est-ce qu'ils se sentent voilà. Les clients peuvent se permettre d'être beaucoup plus exigeants. Alors, je suis assez d'accord avec Erwan là-dessus. On a eu beaucoup de questions dans des webinars. C'était est-ce qu'il y a un impact sur les TJM? De mon point de vue, les TJM n'ont pas changé. Les habitudes n'ont pas changé, mais par contre, le niveau d'exigence est quand même plus fort. Parce que là où il y avait 2-3 freelances de positionnés, là aujourd'hui, il y en a 2 fois ou 3 fois plus, quoi. Donc, il y a quand même des gens dispo sur le marché. Les TJM, pour moi, restent quand même, il n'y a pas de baisse. Il n'y a aucun client ne m'a dit, tiens, c'est la crise, je vais en profiter. C'est pas du tout ça leur état d'esprit. Par contre, ils se disent, OK, ils se disent ça, c'est incroyable. Là, aujourd'hui, je lance une appel d'offres et j'ai le choix entre plus de CV et des meilleurs, entre guillemets. Donc, il fait vraiment un choix. Et il faut savoir aussi que sur le marché du freelancing, on est aussi, entre guillemets, les clients ont également beaucoup d'autres candidats qui sont des salariés. Donc voilà, les TGM ne sont pas impactés, mais par contre, en effet, il y a quand même beaucoup plus de choix. Les clients ont beaucoup plus de choix qu'avant. Ça, c'est une certitude, quoi. Nous, on voit effectivement sur nos différents clients qui sont des indépendants dans tout secteur d'activité. Effectivement, il y a clairement une différence, en tout cas, on le voit en termes de chiffre d'affaires, de facturation, entre ce qu'on pourrait appeler la population de freelance du numérique et d'autres indépendants qui sont multiples. Ceux qui faisaient du e-commerce, ceux qui faisaient des VTC ou autres, etc. Enfin, on a vraiment toute une typologie en termes d'indépendants. Et il y en a clairement qui sont beaucoup plus en difficulté d'autres et où effectivement l'aide du fonds de solidarité, on l'a vu, il y en a certains qui n'ont pas du tout bénéficié de l'aide, donc on le voit très bien, et d'autres tous les mois ont pris cette aide de 1 500 € et dès qu'elle s'est arrêtée, sont dans une situation aujourd'hui compliquée. Donc c'est des choses qu'on constate. Il y a vraiment une différenciation dans les indépendants en termes de population. Et côté Aria, tout à fait. Je rejoins un peu tout ce qui a été dit. C'est vrai que nous, on observe aussi des disparités assez étonnantes, même au sein d'une même catégorie de métiers. On citait les VTC. C'est vrai que nous, on a pas mal d'utilisateurs qui sont des VTC et on voit des disparités. Alors, c'est peut-être des disparités aussi géographiques en fonction de. Il y a peut-être une baisse d'activité assez significative dans certaines villes. Mais effectivement, on a eu effectivement un gros coup d'arrêt, nous, au début. Et puis, on a quand même, ce que tu disais, on a vu une hausse à nouveau de l'activité donc ces derniers mois. Et aujourd'hui, nous, les statistiques qu'on observe, parce que nous, dans le cadre de notre activité, on analyse les revenus des indépendants pour pouvoir leur faire une avance de revenus. Donc, en fait, on a un peu ces informations et on était, alors de façon assez disparate en fonction des corps de métier, mais on avait, en tout cas, dans les métiers un peu de la tech et digitaux, un retour vers, je dirais, 60-70% du niveau d'activité avant crise. Voilà ce qu'on observe aujourd'hui. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a eu quelques retards de paiement, mais pas vraiment d'impayés aujourd'hui, parce que la plupart des entreprises ont réussi à obtenir notamment des prêts garantis par l'État. En revanche, à l'avenir, ce qu'on risque peut-être de voir venir, c'est un certain nombre de petites entreprises qui vont avoir du mal à avoir une activité qui va être un peu dopée, on va dire, par ces PGE. Et donc, on risque d'avoir peut-être quelques faillites. Il faudra être attentif en fonction des catégories de clients. D'être attentif avec les clients avec lesquels on travaille, quoi. Et je rebondissais sur ce que disait également Virginie, où ils sont en train de demander, en effet, il y a des demandes quand même des clients sur des baisses de TJM. Pas parce que
ils se disent, tiens, il y a de la concurrence, c'est 600 € d'habitude, mais là, on peut l'acheter à 500 €. Je pense que, très sincèrement, les sociétés, ça dépend des secteurs d'activité, mais sont elles-mêmes impactées. Donc, ils cherchent à optimiser les coûts un petit peu partout. Mais en effet, je pense que il faut avoir confiance en soi et dans sa compétence, dans l'utilité qu'on a dans la DSI. La vraie question, elle est là. Si vous jouez un rôle dans un projet IT ou de transformation, ils vont pas, enfin en tout cas pour moi, on va dire arrêter entre guillemets le projet ou parce qu'il y a une mauvaise négo qui a été faite. Mais en effet, il y a quand même cette pression-là. Les TGM, je pense qu'à la fin resteront les mêmes. C'est juste c'est quand même conjoncturel. C'est-à-dire que pour passer quelques mois, une société peut en effet demander une petite baisse temporaire pour aider à passer un petit peu parce qu'ils font un peu de cost saving. Mais c'est vraiment temporaire pour moi et je suis pas persuadé que ça soit appelé à rester, quoi, clairement. Alors, il y a d'autres questions. Alors, finalement, tout le monde pose ses questions dans le chat, hein, comme ça, tout le monde les voit. Donc, on va continuer sur le chat, c'est parfait. Alors, il y a un levier négocié. Alors, JF Marin, beaucoup plus de demandes que d'offres sur Montpellier. Beaucoup plus de quoi? De demandes, oui, beaucoup plus de freelance que d'offres sur Montpellier. Alors, le marché en province, en effet, il a toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même beaucoup moins de demandes, d'offres de missions en province qu'à Paris. Donc Paris, c'est quand même assez spécifique. Et même avant la crise, avant le Covid, je pense qu'on pouvait déjà aussi faire ce constat-là. Je ne connais pas très, très bien Montpellier. Donc, JF Marin, si tu peux m'éclairer peut-être un peu plus spécifiquement sur le marché de Montpellier, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de boîtes tech là-bas. Mais en effet, peut-être qu'il y a quand même plus de freelance que de sociétés qui recrutent, quoi. Et en effet, ça donne forcément un levier de négo à la baisse. Je pense que le levier, il est clairement là. C'est-à-dire que sur une offre aujourd'hui, là où on était, il y avait 2 ou 3 freelances. Aujourd'hui, il y en a 10 ou 15. Et en effet, les clients vont quand même arbitrer pour prendre quelqu'un d'excellent à un TJM qui est tout à fait raisonnable. Donc, en effet, il n'y aura pas d'inflation clairement sur les TJM, ça c'est une certitude, quoi. Jean-Hervé qui me demande, alors ça je sais pas, je vais laisser répondre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes en mesure d'estimer un retour à la normale? Alors qui veut tenter là? Qui veut se lancer? Oui, en tant qu'expert comptable, on est parfaitement en mesure d'évaluer à partir de quel jour vous allez effectivement avoir ce retour à la normale. Non, effectivement, je pense qu'il faut tous qu'on s'habitue. Effectivement, je rejoins la remarque de Ine au démarrage. Dans chaque crise, on peut tirer des avantages et des bénéfices qui obligent derrière à revoir son organisation, à revoir son fonctionnement en termes de facturation de ses clients, d'organisation, de gestion de sa trésorerie, d'anticipation de ses dépenses. Enfin, c'est clairement le moment de se poser un certain nombre de questions sur plein de sujets en termes de formation, de compétences. Mais mécaniquement, après chaque crise, il y a rarement un retour, on va dire entre guillemets, au statut avant crise. Donc, il y aura forcément des évolutions. Et alors après, tout dépend de ce que vous définissez par le retour à la normale. Ouais, mais c'est clair qu'on va pas, on va pas revivre exactement la situation d'il y a un an où tout allait bien. Voilà, c'est clair qu'il y a forcément des choses qui vont évoluer de ce point de vue-là. Vous parlez pour les entreprises qui recrutent, c'est ça quand je vois la question? Les entreprises se restructurent. Sur la finalisation. J'ai pas compris la remarque sur la restructuration des entreprises. Les entreprises sont en train de restructurer un peu les équipes en interne et il y a un temps de latence qui fait que ça frise un peu tous les besoins actuellement. Et c'est vrai que je pense que on n'a pas encore une visibilité extraordinaire sur les prochains mois, même si moi aussi je suis très optimiste et je pense que c'est ça un peu la question. Mais après le retour à la normale, en effet, je pense que dans certains secteurs d'activité, de toute évidence, ils sont impactés. Je ne vais pas prendre des exemples, mais bon, Air France, ils veulent juste pouvoir déjà faire décoller leurs avions. Le groupe Accor, on discutait avec eux il n'y a pas longtemps, ils veulent des gens dans leur hôtel. Après, une fois qu'on a dit ça, donc il y a quand même tout un tas de secteurs qu'il faut identifier qui, au contraire, se portent bien ou en tout cas
sont beaucoup moins impactés par la crise. On avait fait un webinar, je crois, en plein Covid, ça devait être mars ou avril, avec Doctolib. Et Doctolib, ils ont géré une hyper-croissance, donc c'est assez spécifique, mais il y a quand même des secteurs et des sociétés qui avancent et qui sont pas tant impactés que ça. Et celles qui sont impactées, là, on a commencé cette semaine à travailler avec un grand groupe industriel dans la restauration. Donc, entre guillemets, eux sont clairement impactés. Mais au contraire, ça pousse aussi certains projets, ça met le doigt sur justement l'effort de ces sociétés de changer un petit peu leur business model. Et dans ces cas-là, ils vont investir quand même parce que l'informatique, l'IT, on a quand même cette chance, entre guillemets, extraordinaire que ce soit vraiment des demandes vraiment très, très dures, en pénurie, et que ça soit quand même quelque chose d'incontournable pour nos clients. Donc, je pense qu'en effet, on sera les premiers préservés dans l'IT, et quand le retour à la normale, ça se passera par l'informatique ou le numérique en tout cas, et les freelances, parce que en effet, c'est pour les clients, c'est quand même un accès plus simple à, on va dire, des expertises pointues, c'est agile, c'est flexible, et avant de recruter massivement en CDI, comme ils n'ont pas de visibilité, il faut, pour moi en tout cas, appel à une population de freelance. Donc, les budgets IT sont peu pas impactés. Oui, enfin, moi, je pense qu'ils sont préservés. Il y a des projets qui ont démarré pour moi en plein Covid, parce que, au contraire, c'était stratégique pour certaines sociétés d'investir, en tout cas sur ces sujets-là, parce que ça force. C'est une crise, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour beaucoup de sociétés d'en profiter pour se transformer, en tout cas pour accélérer cette transformation, et donc forcément avoir des compétences, c'est clé pour mener ces transformations-là. Et encore une fois, dans un contexte où il va y avoir des PSE, dans un contexte où on n'a pas de visibilité à 2-3 jours, à 3 mois, c'est beaucoup plus compliqué pour un client d'embaucher en CDI. Parce qu'en CDI, en France, il faut quand même avoir un certain niveau de confiance sur le marché et une visibilité. Ça, c'est quelque chose que les clients n'ont plus. Et pour moi, en tout cas, je fais le pari, mais c'est un pari tout à fait calculé, et on le voit, nous, dans les missions qu'on reçoit, et ça sera beaucoup plus simple pour les sociétés de faire appel à des freelances, parce qu'il y a le côté agile. Et en effet, on a des contrats de 3 mois renouvelables, et entre guillemets, on peut faire avancer les sujets comme ça, petit à petit. Un CDI, en France, c'est un peu une crise d'angoisse pour une société d'embaucher un CDI, parce que, entre guillemets, voilà, c'est un emploi qu'il faut voir sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, les sociétés, en ce moment, ont quand même beaucoup de mal à se projeter à ce niveau-là. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Désolée, j'ai été déconnectée quelques minutes. Globalement, le secteur du numérique va bien s'en sortir dans cette crise. Globalement, tout ce qui est accélération de la transformation numérique dans les grandes entreprises et le secteur des startups également. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'est formé au dev et qui est bon, en vrai, même si la situation elle peut être un peu compliquée, on fait partie des secteurs qui vont super bien s'en sortir. Oui. Qui seront les grands gagnants. En fait, la crise, ce qui est intéressant, c'est que la crise, elle accélère la transformation numérique, où en fait, plein de gens vont délaisser les solutions traditionnelles pour aller vers des solutions numériques. Donc, vu que notre secteur, en fait, en vrai, notre secteur va être le grand gagnant de la crise. Après, je pense qu'en effet, il y a un vrai enjeu quand même de gérer sa trésorerie. Alors, je pense que c'est le conseil qui est assez simple, c'est en effet d'avoir quand même cette capacité à avoir un peu de trésor, histoire d'absorber, entre guillemets, des intercontrats. Et donc, ça, c'est quand même capital. Et peut-être que là, vous avez des solutions à proposer sur justement comment gérer sa trésorerie et justement pour gérer un peu les fluctuations, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on recommande, je rejoins ce que dit Yves dans le début du point et ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, bon, là, c'est un peu une période un peu compliquée avec une crise qui a quand même ralenti l'activité, mais ce qu'on recommande, nous aussi, c'est de pouvoir mettre de côté une trésorerie au démarrage de l'activité, et ça, on peut le faire d'une façon assez logique en essayant, comme tout bon petit chef d'entreprise, anticiper un maximum de choses, donc anticiper un maximum de dépenses, essayer de définir une sorte de rémunération moyenne qu'on compte gagner, et puis les mois où on gagne
un peu plus d'argent, le mettre de côté pour effectivement les mois où ça va être un peu plus faible en termes d'activité. Donc déjà avoir une sorte de protection en faisant une sorte d'auto-épargne, d'auto-protection, c'est le premier moyen effectivement de pouvoir amortir les baisses d'activité, comme on peut tous connaître. Et puis après, en aval, il peut y avoir aussi des solutions qui permettent, lorsque l'on a un problème de trésorerie, de pouvoir avoir, c'est nous là, ce qu'on propose nous, c'est quand c'est pas anticipé, c'est de pouvoir faire une avance de revenus. Ça, c'est aussi possible. Et puis effectivement, je rejoins aussi un autre point dont on a parlé tout à l'heure, le PGE. Je pense que le PGE, c'est effectivement une bonne opportunité. Alors, il faut avoir une banque. La plupart d'entre vous, en tout cas, probablement, c'est des néobanques, et les néobanques ne proposent pas de PGE. Mais aujourd'hui, si vous êtes au sein d'une banque un peu plus traditionnelle qui propose des PGE, je pense que c'est intéressant de faire appel à des PGE pour avoir ce petit coussin de trésorerie qui permettra d'amortir et de se relancer son activité dans les prochains mois. Ok. Erwan posait des questions, justement. Alors, j'ai une question il y a tout à l'heure, c'était à propos des aides. Il a été question d'une aide de 10 kilos, donc 10 000 euros, mais elle est réservée aux restaurateurs. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à ça. Je peux répondre. En fait, pour avoir mené toute une initiative depuis cet été auprès du gouvernement, en fait, je vous dis un petit peu les coulisses, comment moi je l'ai vécu. En gros, le 3 septembre, il y a eu l'annonce du plan de relance, 100 milliards mis sur la table par le gouvernement. Et donc, pendant 1 heure de conférence de presse, le Premier ministre ne prononce pas une seule fois le mot indépendant. Il utilise les mots entreprise et salariés. Il dit voilà comment on va aider des entreprises, principalement via le PGE, et voilà comment on va aider les salariés, principalement via le chômage partiel, l'activité partielle. Donc, il ne parle pas des indépendants. Là-dessus, donc nous, on a écrit au gouvernement, on leur a dit, voilà, vous n'avez même pas dit le mot indépendant. Il y a 3 millions d'indépendants, dont 2 millions qui sont aujourd'hui exclus du Fonds de solidarité. Et en vrai, on a rencontré, y compris le ministre Alain Griset, et en fait, on a eu une assez bonne écoute. On a contacté des députés, enfin, on a eu une assez bonne écoute là-dessus, en expliquant que tous les indépendants sont impactés par la crise, y compris dans nos métiers du numérique. Et vraiment, au départ, plutôt une bonne écoute où ils me disent effectivement, on a conscience qu'il y a un trou dans la raquette et on se pose la question. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, il y a eu une annonce en gros qui correspondait au début de la 2e vague. Et aujourd'hui, on est en plein dans la 2e vague. Et là-dessus, en fait, les restaurants qui se retrouvent dans une situation très compliquée, les bars, voilà, tout ce secteur-là. Et en fait, on a vraiment vu un shift dans les discussions qu'on avait, c'est qu'en fait, ils ont décidé finalement de mettre le paquet sur les restaurateurs. Et donc, ils ont annoncé une augmentation du fonds de solidarité qui était à 1 500 € pour tout le monde. Hein, parce qu'il n'y avait pas de distinction, c'était 1 500 € pour tout le monde. Et nous, on demandait que ça soit généralisé à tous les métiers d'indépendants qui se retrouvaient en difficulté. Et là, ils nous annoncent que le fonds de solidarité pour les restaurateurs passe à 10 000 €. Mais par contre que ça reste fermé, c'est-à-dire qu'ils l'ont ouvert à quelques secteurs d'activité en plus, mais pas du tout l'ensemble des indépendants. Et donc c'est vrai qu'au final, les restaurateurs qui sont dans des situations très compliquées ont récupéré un peu tout le budget et du coup il n'y en a plus pour les autres. Et donc c'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc en gros, quand on est aujourd'hui indépendant, alors ils ont fait vraiment, c'est assez incompréhensible pour moi, mais dans les annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire cette semaine, ce qu'ils disent, c'est qu'ils élargissent le fonds de solidarité aux professions créatives. Donc, ils ont inclus les designers. Donc, par exemple, si vous êtes développeur, mais que en fait vous êtes designer, par exemple, et ben du coup, vous avez droit au fonds de solidarité si vous avez eu une baisse de chiffre d'affaires. Pareil pour dans le secteur du conseil, ils sont allés faire du cherry picking, Stéphane, parce qu'ils ont pris les métiers d'attaché de presse, consultant en communication et relations publiques. Et donc voilà, ils ont pris ces métiers-là, ils ont pris les graphistes aussi, donc toutes les professions où il y a de la créativité, voilà. Du coup, le fonds de solidarité va leur être ouvert. Là, on attend les annonces du gouvernement.
Et par contre, les autres métiers d'indépendants, donc quand on est dans le conseil IT, etc., ou dans l'IT, dans le conseil de manière générale, la stratégie, l'orga, le management, le marketing, et ben tout ça, c'est exclu et il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, si, l'explication, c'est qu'il n'y a pas de thunes. Mais il n'y a pas d'explication plus rationnelle que celle-là. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont décidé de faire des choix et de pas ouvrir le truc à tout le monde. Donc, je vous cache pas, hein, si vous allez sur le site d'indépendant.co ou sur notre compte Twitter, vous verrez qu'on est très virulent là-dessus parce qu'en réalité, les règles, elles sont injustes au final. Mais Ouais. bon. Après, Ouais. moi, quand je parle à un indépendant, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'avoir de la trésorerie et de pas avoir à dépendre des aides de l'État. Mais c'est vrai que j'ai quand même plein de gens maintenant qui sont en découvert bancaire, etc. Et malheureusement, avec cette deuxième vague qui nous tombe sur la gueule, les choses ont... Ah, bon. Inde a frisé. Mm. Est-ce que Jonathan, Clément, est-ce que vous verriez, vous, d'autres dispositifs, que ce soit public ou privé, pour justement aider les indépendants à trouver les bons tips and tricks sur voilà, quels sont les outils, les leviers à utiliser? Est-ce que vous m'entendez? Ça a frisé un petit peu, en effet, à la fin, Inde. Ah, mais du coup, là, vous m'entendez? Ouais, Oui. non. Ah, ok. Ouais, non, Non, ça a frisé. Du coup, je vais effectivement répondre à ta question. Aujourd'hui, effectivement, du fait de, je rejoins Ine, hein, sur les fameux listes, enfin, groupe S1 et S1 bis qui ont, enfin, c'est un peu du grand n'importe quoi, d'autant plus quand on sait que le code NAF, il est attribué en fonction de, nous, on fait de la création d'entreprises pour indépendants et en fonction du même objet social, tu peux être classé dans un code NAF ou dans un autre. Alors, voilà, c'est complètement arbitraire, donc c'est un peu compliqué d'avoir fait ça là-dessus, mais c'est vrai que pour bien échanger assez souvent en fait avec aussi bien la sécurité sociale des indépendants, les URSSAF ou encore les différents SIE, c'est quand même aujourd'hui flexible. Enfin, ils sont quand même assez flexibles aujourd'hui sur le paiement des cotisations sociales, des TVA ou autres. On arrive quand même assez facilement là où il y a, on va dire, il y a un an ou deux où c'était beaucoup plus compliqué de justifier des demandes d'étalement et de fractionnement des paiements des charges fiscales et sociales. Là, on va dire, les interlocuteurs sont quand même assez sensibles. Voilà, il faut le reconnaître. C'est possible. Alors, si vous tombez sur des gens butés, il faut essayer de parler aux responsables. Mais aujourd'hui, effectivement, ça fait partie des moyens d'action où voilà, il ne faut pas hésiter à échanger, soit via son expert comptable, soit directement via le service des impôts ou les personnes en charge du dossier au sécurité sociale des indépendants pour essayer d'étaler le paiement de ces charges. Il faut pouvoir jouer là-dessus. Voilà, absolument, c'est déjà une des premières aides de pouvoir réduire cette partie-là. Après, effectivement, en termes de flexibilité, généralement, le gros avantage des indépendants, c'est qu'il y a rarement de loyer. Donc, il faut éviter de se mettre sur de l'immobilier. Enfin, voilà. Effectivement, sur les freelances du numérique, je rejoins ce qui a été dit avant, le remote et le télétravail, enfin, globalement, ça fonctionne bien. Il y a quand même un certain nombre de missions qui arrivent à continuer, alors sous réserve qu'on ne soit pas dans des secteurs qui ont été sinistrés, mais qui permettent de continuer à travailler tout en réduisant fortement les charges fixes. Vous auriez d'autres conseils à donner justement pour bien gérer cette crise-là? Donc, travailler sur la trésorerie, ça on a compris. Non, moi j'ajoute peut-être juste des choses qui sont usuellement demandées de bon sens, mais essayer de maximum demander des acomptes pour voilà, essayer d'anticiper un maximum le paiement de ces factures. Aussi se renseigner dans la reprise d'activité, favoriser éventuellement, je vais aller dans le sens de Shaping, mais favoriser le travail avec des plateformes où ça sécurise quand même la transaction et se renseigner de la bonne santé de ses clients. Pour éviter des situations qui peuvent être problématiques de retard de paiement d'un pays, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire au quotidien, mais qui sont d'autant plus d'actualité actuellement. Alors, c'est un constat aussi qu'on a fait côté de Cherry-Pick. Tous nos clients nous ont tous payés. Par contre, ils ont mis des process en interne de validation des budgets. Donc, ils ont serré les vis quand même.
Et sur les validations, ça prend beaucoup plus de temps. L'impact, il est très simple, c'est que derrière, on n'est jamais payé à l'heure. On a des clients qui nous payaient mais rubis sur l'ongle à 45 jours fin de mois et qu'on a dû chaser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, en effet, la gestion de la trésorerie, c'est quand même hyper important. Et on l'a bien vu parce que nous, on est soutenu par la BPI sur tous ces sujets-là d'affacturage, mais heureusement, parce qu'on avait des clients avec des encours de 6 mois, avec des prestations de directeur de programme. C'est des centaines de milliers d'euros qui étaient sortis. Donc ça, c'est en effet important. Alors, je pense qu'on ne mettra jamais 100 000 euros de côté, on va dire, avant de démarrer une mission, mais en effet, de se renseigner sur la santé financière des intermédiaires et la santé financière du client. Donc voilà, ça c'est quand même assez important parce qu'en effet, ça peut arriver, les acteurs économiques sont quand même un peu fragilisés en ce moment. Et quoi qu'il arrive, ils vont tous essayer de faire un peu de cash management, c'est-à-dire de garder un peu de trésorerie et les délais de paiement, nous on l'a observé, les délais de paiement se sont clairement rallongés. Alors je vais rebondir sur aussi d'autres questions sur comment, enfin aussi là maintenant, quel serait votre on va dire input sur déjà comment se relancer. On a vu comment gérer la crise et comment finalement maintenant on va de l'avant et on se relance. Est-ce que vous avez déjà un petit peu encore une fois des conseils sur ce sujet-là, quoi. On avait des questions également à ce point-là sur le fait, en effet, je crois que c'était dans l'onglet questions. Il y a Erwan qui utilise l'onglet questions. Merci Erwan. Je profite de cette période d'inactivité pour me former sur un CRM, Salesforce en l'occurrence. C'est une très bonne idée. Cependant, les entreprises attendent une certaine expérience de la part d'un indep. Donc, comment arriver à se positionner sur un outil sur lequel je n'ai pas encore une première expérience? En effet, je pense que c'est assez compliqué. Alors, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que toutes les personnes qui aujourd'hui, soit en intercontrat ou ont peut-être moins de jours de prestations, c'est une très bonne occasion pour se former, pour passer des certifications. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites ou même si c'est payant. Encore une fois, ça permet de capitaliser sur son employabilité et votre capacité. Finalement, c'est pas grave de perdre une mission. Ce qui est grave, c'est de pas en retrouver une. Et la compétence, c'est l'essentiel. C'est quand même ce qui est très important. Après, en effet, Erwan, les clients vont rechercher des gens chez les indépendants des profils experts. Donc, ils veulent quelqu'un qui, lundi matin, va leur apporter et va avoir un impact sur leur projet, va leur apporter une valeur ajoutée, une expérience et un retour d'expérience. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver, on va dire, junior sur une technologie, mais dans ces cas-là, il faut avoir ce positionnement-là. C'est-à-dire que si on a 10-15 ans d'expérience en tant que PMO et que là, on veut bifurquer sur chef de projet Salesforce, on ne pourra pas, entre guillemets, se positionner chez un client comme un chef de projet confirmé ou expert sur la partie Salesforce. Et c'est là où c'est intéressant quand même, par contre, de voir le coup d'après. C'est-à-dire que si Erwan, ton positionnement, c'est de se mettre sur le marché Salesforce et d'investir sur ce marché-là, je pense que c'est quand même intéressant entre guillemets, de prendre une première mission junior, quitte à ce que le TJM soit revu à la baisse, parce que voilà, tu viens d'être formé sur Salesforce et tu n'as pas encore une vraie expertise, une vraie valeur ajoutée sur le sujet, mais au moins il faut avoir cette première mission où tu pourras avoir un retour d'expérience. Ça y est, j'ai fait un projet Salesforce de A à Z et je dis une bêtise, voilà, je me suis positionné à 500 € au jour et au moins cette mission, 3 mois, 6 mois, 1 an, et derrière on va se revendre 700, 800 € au jour. Donc ça, c'est important quand même de penser compétences, employabilité et de choisir ces missions. Le critère, c'est pas toujours le TJM. À 50 € près, il faut aussi pouvoir miser sur les missions qui vont vous apporter des compétences et qu'on va pouvoir valoriser demain. Donc c'est assez important de voir le coup d'après. Et encore une fois, l'employabilité, ça se passe par les compétences et les formations, c'est le moment de le faire, clairement. Il y avait une autre question sur Andar. Donc, statistiquement, en termes de demande d'offres, c'est quoi vos observations avant et après la crise? Je me suis mis en tant que freelance pendant la crise, suite à la fermeture de mon entreprise, et j'ai du mal à évaluer la situation. Et donc, tu es développeur Java. Moi, de ma vision sur le marché,
Alors en effet, je pense qu'il y a beaucoup de freelance qui vont être des nouveaux freelance et qui vont avoir besoin d'Aria, qui vont avoir besoin d'Akazi ou de Inde sur WeMind, parce que tous les freelances sont d'anciens salariés. Et aujourd'hui, il va y avoir des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, des sociétés qui vont fermer. Et entre guillemets, c'est le meilleur moment. Et là, Jonathan pourra expliquer un petit peu quel statut choisir entre la micro-entreprise et après passer en SASU ou autre. Mais c'est en effet le meilleur moment pour tester un petit peu l'eau et voir un petit peu ce qui se passe sur ce marché-là. Sachant que j'imagine que quand il y a une fermeture de société, on a les ACDIC derrière. Donc, on a, entre guillemets, ce matelas-là pour aller explorer le freelancing. Mais sur des compétences comme du développement Java, je t'ai mis un lien juste à côté. Donc, tu peux venir sur notre plateforme. On cherche, nous, des développeurs Java. Donc, sur la partie tech, c'est le cœur du métier de la tech. Donc, entre guillemets, je ne dis pas que c'est le plein emploi, hein, mais encore une fois, c'est le plein emploi si on a la bonne expertise. Et dans la tech, développeur Java, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas une mission freelance, quoi. Que ce soit chez nous ou ailleurs. Hein. Il y a beaucoup d'autres plateformes sur le marché, mais les développeurs Java, ils trouvent un job, ce n'est pas un problème, ça. Est-ce que sur est-ce que vous avez d'autres conseils à donner sur la partie, se relancer maintenant, sur relancer son activité? Moi, j'ai un conseil que je fais un petit peu, qui est un petit peu le truc qu'on fait dans la durée, mais pour moi, c'est de travailler son réseau, en fait, d'avoir des contacts réguliers avec d'autres gens. Et ça peut être d'anciens clients avec qui on a déjà travaillé, ça peut être d'autres freelances qui sont en mission, ça peut être quand on a du temps, donc la formation ça a été évoqué, mais prendre des cafés, ça peut être même des cafés en visio, prendre des nouvelles des gens et tout, se souvenir. Enfin, c'est vrai qu'il y a un peu dans la méthode traditionnelle en fait du freelancing, tu as un peu la méthode, je passe par les plateformes qui est assez récente, c'est je me connecte, il y a des annonces, hop, je réponds ou je me fais contacter. Et puis, il y a la méthode où je crée ma propre clientèle, je garde contact je reprends contact avec des anciens clients avec qui j'ai travaillé. Et quand je reprends contact, c'est pas juste pour leur dire est-ce que vous avez du travail pour moi, mais c'est de dire comment ça se passe en ce moment pour vous, quelle est votre activité, quelles sont juste prendre des nouvelles des fois, de façon très sympathique. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante et qu'on me disait il faut faire du réseau, j'étais en mode mais c'est pas possible parce que moi j'aime pas être hypocrite avec des gens, mais pour moi travailler son réseau c'est juste prendre des nouvelles des gens qu'on a croisés dans sa vie professionnelle et qu'on a appréciés et les appeler simplement pour prendre des nouvelles et derrière ça peut déboucher à un moment donné sur ils se souviennent de vous. Après, ils vont vous dire ah oui, d'ailleurs, j'y pense, il y a quelqu'un que je connais qui cherche quelqu'un, et hop, ça y est. Et ça, c'est un peu la méthode, la bonne méthode un peu traditionnelle qui fonctionne bien pour trouver des missions. Ouais. Mais qui est un travail de long terme et d'implication. Et on se fait des potes au passage. Enfin, on garde des potes. Moi aussi, j'y pense quand j'étais indépendant aussi. On peut se regrouper avec des indépendants qui ont des complémentarités. Parfois intervenir à 3 ou 4 sur une mission, ou pas forcément 3 ou 4, mais même 2 ou 3. Ça peut être aussi une source de revenus, enfin en tout cas d'activité. Faire intervenir quelqu'un qu'on connaît bien en faisant des groupements de 4-5 personnes et faire intervenir une personne là, une personne sur une autre mission, c'est intéressant. Déjà, on est plus complet quand on fait une proposition à un client. Et en plus, on peut se faire des appels mutuels en fonction des missions. Et pour toutes les personnes, moi, je pense que un peu comme en 2008 où il y a eu la crise financière, qui était entre guillemets une vraie crise économique. Alors, je dis pas que c'est pas une crise économique qu'on va vivre aujourd'hui, hein, mais encore une fois, on a mis nous-mêmes sur pause tout l'appareil économique. Donc, il n'y a quand même pas de raison. Enfin, tous les outils sont là comme pour redémarrer. Je pense que c'est important et ça va être une période où en effet il y aura énormément de nouveaux freelances qui vont arriver parce que, alors, entre guillemets, contraint et forcé dans certains cas, parce qu'il y a un PSE, la société ferme ou autre. Moi, le conseil que je donnerais pour se relancer, c'est tu as raison, Inde, faire son réseau, mais faut pas rester tout seul. Il faut réellement aller networker, demander des conseils à d'autres freelances. Okay, comment tu as fait pour te positionner? Comment tu fais pour justifier ton TJM? Quel est mon TJM? C'est quoi le TJM moyen? Comment on parle à un client? Comment on se positionne chez un client? Parce qu'on là, on n'est pas salarié. Et je pense qu'il y a un vrai
un vrai changement d'état d'esprit quand on est salarié et quand on passe entre guillemets freelance, où là, entre guillemets, là, c'est une relation de prestation, c'est un client qu'on doit satisfaire. Et c'est vrai que ça change les rapports complètement. Donc, ça, mon conseil, c'est de networker avec d'autres freelances qui vous donneront, entre guillemets, naturellement, ça coûte un café, je pense, et un peu de temps, mais qui donneront des bons retours d'expérience. Après, il y a énormément de webinars qui peuvent exister, de collectifs de freelance. Moi, je crois beaucoup aux collectifs de freelance avec des gens qui, peu importe sur la même activité ou pas, mais alors ça peut être intéressant d'avoir une expertise commune, on parle de la même chose et on s'échange des informations, des clients, enfin, ça peut être des clients, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses, et de ne pas rester tout seul, ça c'est important, et c'est de rentrer dans des collectifs, de rentrer dans des communautés. Nous, chez Cherrypick, on va lancer d'ailleurs une communauté un peu sur ce thème-là. Donc, on devrait faire ça d'ici un mois où on a à peu près 8000 freelances. Et l'idée, c'est d'apporter un outil à ces 8000 freelances-là pour qu'ils puissent se regrouper sur des thématiques, ce qu'ils veulent, networking, formation ou autre, créer des événements comme on crée ce soir, mais de donner, entre guillemets, les adresses et les numéros de téléphone de tout le monde. Et voilà, tout sera à disposition. Mais ça, c'est important de ne pas rester tout seul dans son coin et d'aller, entre guillemets, faire son réseau, c'est surtout parler aux gens, s'ouvrir et prendre des conseils, quoi. Je vois que Cyril J, iOS backend, Goland, tu ne devrais pas avoir de problème à trouver une mission. je vais renvoyer un lien. Tac. Non, c'est pas celui-là. Mais non, sur des expertises comme ça, sur l'IT, honnêtement, il y a pas de crainte, mais ça devrait, entre guillemets, c'est toujours assez stable et il y a toujours des demandes qui sont assez fortes, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis pour vous. Mais encore une fois, voilà, sortez, voyez des webinars, networker avec d'autres freelances, se faire identifier sur des plateformes, c'est pas idiot parce que les plateformes, on est là, nous, pour faire votre business développement et vous présenter d'autres clients. Les freelances qui se lançaient freelance il y a 15-20 ans, voilà, ils trouvaient leur mission tout seuls comme des grands, mais c'était des vrais business développeurs, quoi, grosso modo. Et c'était une grosse partie de leur travail, c'était trouver des missions, se faire payer, et voilà. Donc ça, c'est tout un tas d'activités qui, alors si les gens sont doués là-dessus et veulent le faire, faites-le. Il n'y aura pas d'intermédiaire et c'est tant mieux. Mais bon, c'est chronophage et c'est pas forcément, enfin voilà, chacun son job, quoi. On va peut-être prendre quelques dernières questions. Je vois que le temps passe, il est 18h20, on avait dit de rester on voulait durer à peu près 3/4 d'heure. On peut prendre peut-être une dernière question sur le chat ou les questions. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, je regarde. S'il y en a certains qui ont d'autres questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu, je vais regarder un peu dans l'historique. Non, écoute, on a fait à peu près le tour. Peut-être un petit mot de la fin, Aria, Kazi ou Wimine. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Pour ma part, moi, je peux, pour conclure, déjà, moi, je trouve, merci à Cherrypick d'avoir organisé ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est de trouver des missions. Donc, je trouve que c'est chouette que vous fassiez ça, que vous organisez ce webinaire. Je pense que ça redonne aussi un peu de l'énergie un peu à tout le monde de se dire qu'il y a des gens qui se bougent pour leur trouver des missions. Donc, moi, je trouve ça très cool. Nous, chez WeMind, on est très sur la solidarité. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est deux choses. C'est déjà d'accompagner les gens au quotidien. On a fait pas mal de choses. On a reversé l'intégralité de nos bénéfices pour pouvoir créer un fonds de solidarité supplémentaire à celui de l'État. Et on est en train et en fait, le grand enjeu, la grande frontière du travail indépendant, c'est que on soit pas autant invisible qu'on l'est aujourd'hui quand on parle des aides gouvernementales et quand on parle. En fait, la raison principale aujourd'hui pour laquelle les salariés ils sont aidés par le gouvernement et pas les indépendants, c'est que les salariés, ils ont un truc qui est écrit noir sur blanc qui s'appelle le chômage. Et donc, du coup, ça peut pas être remis en question. Donc, l'État met de l'argent, parce qu'il se dit, je peux pas laisser tomber mes salariés. En fait, moi, mon objectif, c'est que d'ici quelques temps, l'État se dise, je peux pas laisser tomber mes indépendants quand il y a un problème. Et du coup, ça, c'est parce qu'en fait, il y a des règles qui ont été mises en place pour les salariés.
Inde a frisé, mais on va attendre 30 secondes, voir si elle se reconnecte. Ah, tu as frisé un petit peu, Inde, juste sur les. Un petit peu, mais j'avais terminé. Il faut changer Mais les règles du jeu pour les indépendants. Non, mais en tout cas, moralité de l'histoire, je pense que c'est le conseil qu'on donne à tous les freelances et qu'on s'applique également à nous-mêmes. Si on veut exister, en effet, il faut se regrouper. Et même nous, on reste pas tout seul dans notre coin, on travaille les uns avec les autres parce qu'on est tous intervenants sur le marché du freelancing. Et voilà, et je pense que c'est en effet ça, ce qu'il faut faire, c'est se fédérer, se connecter. Et en effet, via des syndicats où on sera un peu plus présent. Et encore une fois, le freelancing, c'est un phénomène sociétal. Donc, on est là et ça ne va pas partir demain matin, quoi. Merci en tout cas à vous trois pour votre temps, vos explications, vos tips. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur LinkedIn. Ça sera accessible en replay. On vous renverra les liens. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter en direct. On vous renverra également un lien où il y aura un Slack où vous pouvez retrouver tous les partenaires de Cherry Pick. Merci en tout cas. Très bonne soirée. Merci. Et puis, à bientôt. Merci, au revoir. Face à face cette fois-ci. Merci. Ouais. Attends,